Salut à tous. Aujourd'hui pour la live session du jour, je vous propose de construire un petit bot que j'ai appelé le Sentinelle, qui sera un petit bot Discord de monitoring. Donc le concept en lui-même, c'est qu'on peut faire appel sur du coup un salon Discord au bot par lui-même par une commande. Donc ce sera un slash check là en l'occurrence, euh, qui permettra d'entrer l'URL du site qu'on veut checker et, euh, et le bot est censé nous dire si du coup le site est bien en ligne ou pas. L'idée, éventuellement, si on a le temps après, c'est de faire quelque chose d'un peu plus automatique aussi, qui fasse pas seulement appel à la commande, mais qui check tout seul, de façon régulière, en fonction du timing qu'on lui donne, euh, la vie du site, et qui puisse donc nous lancer une alerte en cas en cas de crash. Ce projet, c'est plus une excuse qu'autre chose. L'idée du coding, là, c'est d'aller, de la live session, c'est d'aller voir tout le flux de la création de ce genre d'outils. Donc on va étape par étape aller déjà créer le repo sur GitHub par lui-même. On fera un petit point du coup, un petit rafraîchissement sur comment est-ce qu'on crée et on utilise l'Access Token pour gérer après le clone de ces repos. L'idée après c'est d'aller voir directement, l'étape suivante, d'aller voir directement sur Discord comment est-ce qu'on fait la configuration correcte du bot pour qu'il puisse avoir les bonnes autorisations et être fonctionnel. Euh, Ensuite, bah, il y aura forcément donc la partie code par elle-même en utilisant Node et la bibliothèque discord.js du coup. Euh, et on finira même par voir comment est-ce qu'on peut faire le déploiement de la bête une fois que c'est terminé, pour qu'il puisse tourner après en continu. Surtout pour un outil de monitoring, c'est quand même le but, c'est que lui tourne et puisse nous alerter quand il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc on ne peut pas le laisser tourner en local en continu. Euh, Ça fait un programme assez chargé, on a 1 heure devant nous max. Euh, L'idée c'est que bah, du coup je vais pas mal raconter de petites choses. Il y aura des moments aussi où je vais prendre un peu de temps pour taper le code correctement, pour éviter de perdre du temps avec des fautes de frappe. Si on arrive à tout faire en one shot, ce serait pas mal. Euh, Ce qui n'empêche pas pour autant que vous puissiez interagir dans le chat. L'idée du coup, ce serait peut-être plus, j'aurais pas forcément un œil dessus, mais ça vous permet, la pédagogie de l'école, vous en avez l'habitude d'interagir entre vous et de pouvoir vous répondre les uns les autres. Et à la fin de la session, s'il reste quelques questions, soit auxquelles il faut apporter des réponses un peu plus complètes, ou soit s'il y a encore des questions en suspens, si on n'a pas le temps d'y répondre en direct, je ferai des retours après, soit sur le Discord de l'école, si ça concerne particulièrement les étudiants, ou potentiellement après faire un petit descriptif supplémentaire sur la vidéo de rediff, ou un article complémentaire sur le site de l'école pour répondre aux questions éventuelles. Du coup, pas trop de temps à perdre. Ce que je vous propose, comme je le disais tout à l'heure, c'est que pour la première étape, on aille dès le début créer notre repo sur GitHub. On va tout faire du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Alors, on va tout simplement créer un nouveau repo. Ça, pour la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude. Euh, pour celui-ci, on va donc l'appeler. Il va nous regarder en direct. Donc on va l'appeler Uptime Sentinel. On va le laisser vide pour le moment. On lui demande rien de plus. Vous le savez, l'idée c'est de récupérer l'adresse ici pour pouvoir en faire un clone. Je fais mon clone et comme je vous le disais, on va en profiter pour aller voir, puisque pour le live, je ne vais pas forcément afficher mes tokens habituels. On va en profiter pour aller créer un nouveau token. Ça rafraîchira la mémoire sur le procédé. Donc pour un token, vous allez sur vos settings, on descend tout en bas dans les développeurs settings et vous avez toute une partie sur les personal access tokens. On va faire un classique, ça suffira amplement, donc j'en ai déjà en cours. On va en générer un nouveau, un classique, donc, comme je le disais. On va préciser qu'il est pour
live démo actuelle. Au cas où, on va lui faire une durée de vie la plus courte possible dans ce qui est proposé à l'origine, sachant que l'idée c'est que là, du coup, il serve le temps de la démo et que j'aille le supprimer à la fin, évidemment. On va lui donner les accès uniquement au repo, puisque là, c'est tout ce dont on aura besoin. Le reste n'est pas nécessaire. Et on va pouvoir générer notre token. Token à garder tout de suite. Normalement, vous vous rappelez, il est donné là, il ne sera plus donné par la suite. Si vous le perdez, il n'y a plus qu'à l'effacer et en créer un nouveau. Ce qui n'est pas dramatique en soi, mais ça sert à rien d'essayer de le retrouver. Au moment du clone, pour éviter d'avoir quoi que ce soit comme information à donner par la suite, vous rajoutez juste devant votre GitHub un arrobase et avant cet arrobase, le token en question. Normalement, le clone se fait sans souci. On prévient juste ici que le repo est vide, effectivement, on n'a même pas de readme ni quoi que ce soit pour le moment dedans. L'idée étant de le générer au fur et à mesure. Donc maintenant qu'il est cloné, on va pouvoir se déplacer dans le dossier en question. Et, pour rappel, la petite commande astuce, le code point va nous permettre d'aller ouvrir un nouvel environnement dans VS Code lié à ce repo là. Je peux fermer mon général de base. Hop. Voilà, donc on a bien notre repo ici, on a un espace tout neuf et on va pouvoir dans lequel on va pouvoir travailler par la suite. On va quand même initialiser tout de suite le projet, ce qui va nous permettre de mettre les 2-3 premiers fichiers dont on va avoir besoin pour aller stocker certaines choses qu'on va aller chercher après au moment de la création du bot. Donc avec mon initialisation, j'ai bien mon package JSON qui arrive ici. On va tout de suite installer les différentes bibliothèques dont on va avoir besoin. Tous les outils nécessaires pour la suite. Donc on va aller chercher, comme je le disais, discord.js pour aller plus facilement directement communiquer après avec nos serveurs Discord. On va rajouter Axios et le Tangle. Vous verrez pourquoi juste après. Voilà, tout est là. On n'oublie pas de se faire un petit git ignore pour éviter ensuite d'avoir tous nos nodes modules qui de toute façon ne partiront pas sur le repo distant. Et on va ajouter tout de suite un point env puisqu'on va mettre, on va en créer un là aussi pour mettre toutes nos variables pour éviter justement d'envoyer les tokens, etc. Sur GitHub. Tant qu'on y est, on va ajouter un index tout de suite aussi qui servira pour y mettre le plus gros du code tout à l'heure. On va laisser ça de côté pour le moment et on va aller sur le portail Discord. Alors, pour aller créer un bot, on va aller chercher la partie développeur. Juste là, donc quand vous vous connectez, normalement il va vous demander de vous connecter, moi c'est déjà fait à votre compte Discord déjà existant. Vous pouvez aller sur votre page d'accueil et vous avez ici les applications déjà existantes ou, si vous n'en avez pas encore, celles que vous allez devoir créer. On va créer une nouvelle application. On va lui donner exactement le même nom tant qu'à faire, faut pas se perdre. Hop là, Uptime Sentinel. On est d'accord. Et l'application est créée. Donc vous pouvez là, à partir de ce moment-là, rajouter une petite icône sympathique, des descriptions, les tags, etc. pour pouvoir le retrouver, etc. Alors on n'a pas le temps de le faire, donc on va pas se perdre là-dessus, ça c'est très personnel et ça rejoint à chaque fois chaque projet différent sur ce qui est nécessaire de faire ou pas. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller voir ce qui va être nécessaire pour pouvoir utiliser ce bot et faire le lien entre votre code, votre bot et votre salon sur lequel vous voulez, enfin votre serveur sur lequel après vous voulez l'utiliser. On va donc aller travailler sur l'onglet bot qui est juste là.
De nouveau, même pour lui, on peut rajouter une icône différente. C'est comme ça qu'il apparaîtra ensuite sur le salon sur lequel vous allez l'ajouter. Et on va aller générer un token ici. Même principe que pour le token de GitHub, hein, d'ailleurs. Il va être généré là. Il va falloir le copier tout de suite. Je vous redemande à chaque fois voilà, de quoi s'identifier. Il va falloir le copier tout de suite parce qu'il vous sera pardonné. Vous avez bien vu, à la base, le bouton c'est Reset Token. Donc c'est qu'il en est un, qu'il n'y en ait pas un. À partir du moment où je clique dessus, ça va créer un nouveau token. C'est pour ça que j'ai créé mon point off d'abord pour pouvoir aller le stocker tout de suite dedans. Donc, on va aller chercher dans le dossier .env. On va prendre une variable qu'on va appeler token. Et on va appeler le token en question. Ce qui permet à votre token de bot de ne pas le mettre en dur dans votre code, qui est envoyé sur GitHub et qui serait après potentiellement disponible pour tout le monde. Là, il reste dans votre dossier.env, qui lui reste en local. On verra au moment du déploiement qu'il va falloir copier ça du coup sur le VPS que vous allez utiliser, forcément, puisqu'il y aura besoin de ces variables aussi, mais ça évite que ce soit public et que ça puisse être récupéré par n'importe qui. Il va nous rester quelques petites choses quand même à paramétrer dedans, notamment ici, il va falloir lui donner des autorisations à notre bot. La partie authentification, etc. Pour là, notre usage, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'il doit aller vérifier la présence, etc. Non, pas vraiment. Nous, ce qui va être très important ici, c'est qu'il ait cet accès à ce qui se passe dans nos messages. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre au bot de vérifier, quand on tape un message dans le salon où il est présent, qu'il y a bien un appel de commande, qu'il y a bien le fameux slash quelque chose pour qu'il puisse réagir. On aurait pu ajouter cette partie-là qui ne nous intéresse pas forcément ici. Là, elle aurait pu servir uniquement si on veut taguer des salons particuliers. Si on voulait envoyer des infos uniquement à un salon admin, par exemple, quelque chose comme ça, ce ne sera pas le cas ici. Pas oublier de sauvegarder les changements. Et on va aller faire d'autres petites manips ici dans la partie authentification. C'est cette partie-là qui va nous permettre de générer un URL qui va nous permettre d'inviter le bot sur le serveur nécessaire. On va donc devoir lui donner encore une fois, des options particulières, et ici, on va aller chercher le bot par lui-même, et application command qui va nous permettre d'afficher encore une fois, sinon en tapant le slash, on ne verrait pas que c'est une commande d'application qui est donnée. Donc notre commande qu'on va créer après n'apparaîtrait pas. En termes de permission, c'est pas forcément très bien, enfin c'est parce qu'il y a de plus correct de faire systématiquement, de lui donner le droit administrateur. Là ce sera le cas parce que on va le faire sur un serveur de test et qu'il n'y a pas grand risque. Sinon ça vaut le coup de dépouiller un petit peu toutes les options et de ne lui donner que ce dont il a besoin, évidemment. Une fois que c'est fait, vous voyez, l'URL est ici. Il suffit de le copier, d'aller le chercher juste là, et hop, voilà, j'avais l'application Discord ouverte à côté. Donc, il me propose d'aller sur un des serveurs de l'app sur lequel mon compte est identifié à l'heure actuelle. On a le droit, voilà, ça va nous permettre d'ajouter le bot au serveur, de créer des commandes, puisque ça fait partie des autorisations qu'on lui a fournies. On a toujours une petite blague Discord ici, vous verrez si vous faites plusieurs bots que c'est jamais la même chose qui est proposée. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal. On continue, on reconfirme bien, là, comme c'est les droits administrateurs qu'on lui a donnés, il nous remet une petite alerte pour être bien sûr que c'est bien les autorisations qu'on veut lui donner. Et on peut voir que sur le serveur en question sur lequel je l'ai invité, il est bien là. Pour l'instant, il est hors ligne, évidemment, puisqu'on ne l'a pas encore lancé. Il n'est même pas encore d'existence propre, mais tout est prêt. La coquille est là, l'invitation sur le serveur est faite. Et donc pour cette partie de paramétrage du futur bot, c'est bon, tout est fait. On va pouvoir du coup passer au code par lui-même. Donc on va revenir à notre environnement. Nous avons donc le token dans le env
qu'on a vu tout à l'heure, et on va pouvoir aller travailler sur notre index. Donc la première chose, c'est que pour qu'on puisse aller chercher justement ces variables d'environnement et qu'elles soient utilisées par la suite, on va devoir charger de temps pour que ces clés restent secrètes et qu'elles ne soient pas dans le fichier en direct. Donc c'est par là qu'on va commencer. Pour être sûr qu'on puisse récupérer les données au fur et à mesure. Donc là, il n'y en a qu'une, on n'a qu'un token. Euh, si vous avez des choses à aller chercher qui doivent, par exemple, si vous avez un bot qui doit avoir un comportement différent en fonction du salon dans lequel il est, quand sur un même serveur vous avez plusieurs salons, euh, qui ne peut être accessible qu'à des rôles particuliers, vous pouvez dans ce cas avoir des variables supplémentaires à rentrer qui seront sur Discord. Il faut activer le mode développeur. Dans votre, là, c'est propre à l'utilisateur, pas au serveur. Dans vos paramètres utilisateurs, vous pouvez activer le mode développeur et ça vous permet après, dans les options de serveur, d'avoir des ID de serveur, des ID de rôle et ou, hop, perdu, c'est pas la manip que je voulais faire et j'ai tout fermé. Des ID de serveur ou des ID pour les différents rôles ou des ID directement sur les salons. Voilà. Ce qui seront aussi des données donc à rentrer dans ce fichier. Là, ce ne sera pas le cas pour nous. Il va falloir que je m'étende trop comme ça, sinon on ne tiendra jamais sur nous. Ensuite, on va apporter donc tous les outils de Discord contenus dans discord.js qui vont servir pour l'API et ainsi que Axios pour pouvoir gérer les requêtes HTTP. Donc, pour acheter tout ça, pour aller chercher tout ça, on va recréer hop, des constantes. Il va nous falloir le client, le gateway. Vous allez voir à quel moment ça sert après par la suite. Et je commence. Hop, il va nous falloir rest. Il va nous falloir route. Il va nous falloir les fameuses slash commandes qu'on puisse les créer. Puisse les créer dans le reste. Qu'est-ce qui manque? Event, normalement, on devrait être pas mal. Tout ça, du coup, on va le chercher dans la bibliothèque Discord.js. Et donc on a dit, il nous faut aussi, il faut pas oublier, hop là, il faut pas oublier Axios. Voilà, donc on a nos imports d'outils, ça c'est fait. Il va falloir initialiser le bot par lui-même. On va devoir donc, créer notre client à nous, qui viendra de l'instance client de base, de la classe client de base. Et on va comment dire, on va lui refiler un temps de guilds qui va lui permettre tout simplement d'exister sur le serveur en question. Donc le guild, c'est le terme pour les serveurs. Hop, c'est là qu'on utilise notre premier outil qui était là-haut, le deuxième puisqu'il y avait déjà le client. Et on le relie bien au Git. Hop. Donc ça c'est la partie, tout ça du coup c'est notre partie un peu configuration. Maintenant il va falloir définir la commande par elle-même. Faire appel au bot par une commande c'est bien, faut-il encore que la commande par elle-même soit créée.
Donc, comme je vous le disais, on va partir sur une commande qui sera un slash check. Et donc, le but du jeu, c'est que dès que l'utilisateur sur le serveur en question tape slash check, ça lui propose le fonctionnement du bot. Et là, dans l'idée, en plus, nous, pour notre commande, comme n'importe quoi, client, on a déjà fait, comme on veut aller checker un site en particulier, on va l'obliger aussi à entrer, obliger l'utilisateur à entrer l'URL du site qu'on veut vérifier. Donc, pour créer notre commande, on va utiliser l'outil slash commande, du coup, slash command builder. Voilà, il me le propose tout de suite, c'est magnifique. Cette commande, on va lui donner un nom. Ce sera donc un check. Un très mauvais réflexe, j'ai juste mis des quotes alors qu'on va vite être embêté si on ne met pas les backsticks. À partir du moment où on va y avoir, là notamment dans ma description, si j'utilise des apostrophes, on va être embêté. Donc après le nom, on va lui donner une description. Ah, cette description. Bon, on va se forcer à aller chercher les backsticks plutôt. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça vérifie si un site est bien en ligne. Voilà. Donc on a notre description et donc on va lui rajouter une option qui sera une chaîne de caractères à rentrer par l'utilisateur. Et cette option qu'on va définir ici, on va lui donner à elle aussi un nom. Ce sera l'URL, hein, tout simplement. Hop là, si. Décidément. Tac. On va lui donner elle aussi une description. Là, en l'occurrence, ça va être l'URL complète du site à checker. Et on veut que ce soit obligatoire, donc on va lui rajouter le required qu'on va mettre en valeur 3. Voilà, ça il n'y a pas le choix pour utiliser la commande, il faut forcément il va falloir forcément que ce soit saisi. On n'oublie pas tout ça, il va falloir le mapper, parce qu'il va falloir qu'on transforme nos objets de base en JSON pour que l'API Discord puisse le comprendre. Discord ne va pas nous prendre directement notre objet tel qu'il est, donc on va utiliser map pour traduire tout ça. Pourquoi map en majuscule? Pas du tout. Hop. Avec un point par contre, ce sera mieux. Voilà. Commande JSON. Tout sur. Ouais, si c'est bon, on est bon. Donc voilà, le map est fait. Normalement, on a préparé toute notre commande. Elle est prête à partir. Il va falloir par contre qu'on utilise maintenant REST, qui sera le messager et qui va transporter en gros, pour transporter en gros cette commande vers Discord. C'est là qu'on va utiliser notre REST. On va faire appel à la version de l'API Discord actuellement version 10.
Et on précise justement qu'on peut aller chercher notre variable. J'avais bien mis en majuscule, c'est ce qu'il faut, mais oui, token, on est bien d'accord. Donc avec notre token de sécurité pour éviter, sinon c'est ici qu'on aurait mis notre variable complète. Pour lui dire, messager, c'est bien de lui donner un message, c'est bien de lui dire à qui il doit l'apporter aussi. Voilà, donc la commande est préparée, prête à partir, entre guillemets. Il va falloir maintenant faire en sorte que on puisse démarrer tout ça et qu'au lancement, on enregistre ces nouvelles commandes JSON auprès des serveurs de Discord. Euh, donc c'est là qu'on va envoyer en gros au moment de la connexion cette fameuse commande qu'on vient de créer ou les commandes si on en rajoute d'autres. Euh, Ce ne sera pas le cas pour cette fois, mais ça pourrait. On pourrait créer plusieurs commandes différentes s'il y avait plusieurs options prévues par ce bot. Donc on va lui envoyer tout ça de façon asynchrone. Si j'oublie mon accolade, on va avoir des soucis. Voilà. On va faire ça dans un try, comme ça, si ça ne marche pas, il faut qu'on soit au courant. On va se mettre des petits logs à droite à gauche aussi. Donc au lancement, comme je le disais, on va devoir enregistrer la commande JSON auprès du serveur. Donc on envoie tout ça. Application commande, ok. Même d'ailleurs, c'est notre user et son ID. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre dans le body, on va lui mettre sa commande tout simplement. Voilà. On va se mettre, comme je l'ai dit, on va se mettre un petit log. Ouais, on va le mettre là. On va mettre un console log ici qui va nous permettre de confirmer que tout est OK, que tout est bien parti. Donc on va mettre le fait que Sentinel est prêt sur. Donc on récupère du coup l'identité du serveur qu'on vient de mettre juste en dessus. Sans ça là. Et on va prévoir ce qui se passe en cas d'erreur. Donc là, comme c'est la commande qui est envoyée, vous verrez que c'est par ici qu'on reviendra travailler si on veut mettre quelque chose de permanent aussi. C'est au moment, donc le client once, là, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être lancé une fois au moment du lancement. C'est ici qu'on viendra, si on veut mettre quelque chose de permanent en place, c'est ici qu'on viendra le définir avant de fermer cet essai-là. On verra ça par la suite. On va déjà faire la première version, la version en ligne de commande, et puis on viendra compléter après s'il y a le temps. Donc en cas d'erreur, eh ben, on va s'envoyer un autre log qui nous permettra de savoir que ça ne va pas. On pourra, oh là, et bien oui, effectivement, hop, on peut le définir comme une alerte. Le fait que le site est injoignable. Donc on ne saura pas pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas en ligne? Est-ce que c'est un problème de retour? Il va falloir qu'on mette une question de temporalité à un moment aussi quand même sur le test par lui-même. Et voilà. En tous les cas, ça nous permet de savoir ici si on a une erreur.
Et non, puisqu'on n'est même pas encore au test du site, je dis n'importe quoi, on n'en est pas là, on en est pour l'instant sur est-ce que le bot est prêt. Donc, je vais aller trop vite. On est plutôt sur, j'aurais pu laisser l'alerte, erreur d'initialisation, puisque justement c'est l'étape suivante, donc maintenant qu'on a prévu ce cas d'erreur, on va pouvoir passer à la logique par elle-même et au fonctionnement du bot. Donc, pour reprendre, ici on a tout installé, là on a préparé la commande, entre là et ici on vient de l'envoyer et de la faire reconnaître, et de l'initialiser. Maintenant il faut savoir ce qu'elle fait exactement et comment ça marche. Donc, on va pouvoir aller cette fois, à chaque fois qu'on appelle la commande en elle-même, qui sera donc une nouvelle interaction créée à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Hop. On va déjà vérifier qu'on demande bien, enfin que le bot ne va traiter que les commandes qui commencent, que les commandes, donc que ce qui commence par un slash. Donc on va commencer par là déjà, c'est rien qui travaille dans le vent, sur n'importe quel message. Donc, si jamais ce n'est pas une interaction de ce type, du type, là, non, on va pas aller si loin, on va même s'arrêter à tout type d'interaction en fait. Si ce n'est pas une interaction de chat générale, chat c'est plus une commande, voilà, il me le propose, c'est parfait, ça évite de se louper la moitié des infos. Et ben on fait un simple return, on s'arrête là, puisque ça veut dire qu'on ne nous appelle pas, c'est pas notre rôle. Maintenant, donc notre commande name qu'on a défini nous, c'est ici qu'il va falloir vérifier si c'est bien notre commande à nous. Maintenant, on est sûr que c'est bien une commande de chat. On peut vérifier si c'est la nôtre. Et on vérifie donc si c'est bien. On l'appelait check. Donc on vérifie si la condition est juste. C'est là qu'on va pouvoir aller traiter ce qu'on va faire. On va devoir du coup prévoir l'URL en question qu'on va récupérer. C'est bien de le demander, mais maintenant pour le traiter, il va falloir récupérer donc l'option, parce qu'on l'a défini comme une option en format string à l'origine. On va l'appeler URL. Et alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce moment-là. C'est que Discord, lui, va considérer que la requête, elle doit prendre moins de... Il nous met un out time à 3 secondes. Donc potentiellement, on pourrait avoir un échec de notre requête à cause du temps donné par Discord. Donc il va falloir qu'on lui dise, attends 2 minutes, j'ai lancé ma commande, laisse-moi gérer. Donc on va différer la réponse telle que lui la prévoit. Interaction, differ reply, hop. Et nous, par contre, on va quand même mesurer. Start, ouais, on est bon. On va quand même mesurer le temps donné, donc pour ça, il faut qu'on ait un point de départ au moment où on lance l'action. On va lancer de nouveau un try. Une petite chose à vérifier en fonction de ce que va taper l'utilisateur, et puis on en fera l'essai d'ailleurs tout à l'heure, c'est est-ce que l'URL va être totalement complète ou pas.
Dommage de se louper à cause de ça, qu'on se dise ah bah non mon site il fonctionne plus, alors qu'en fait si il tourne, ce qui va pas c'est qu'on n'a pas tapé le HTTPS devant par exemple. Donc on va aller créer, on va décréter ce qu'a donné l'utilisateur pour, pour standardiser un petit peu la sortie. Donc on va vérifier si l'URL commence par un HTTP. Pourquoi je rajoute des parenthèses là où il y en a déjà? Hop. Et on va vérifier si c'est pas le cas, du coup, on va transformer notre URL en hop, là encore, faut que j'aille chercher mes bêtes sneak. Hop. On va transformer notre URL en HTTPS du coup, deux points, slash, et l'URL qui a été tapée par l'utilisateur à l'origine. Ça évite ce petit désagrément-là. Ensuite, on va faire en sorte qu'Axios, du coup, aille tenter de joindre le site en question. Et c'est là qu'il va falloir qu'on mette nous un petit timeout quand même pour lâcher l'affaire si jamais c'est pas fait au bout du temps choisi. Donc, on va se faire un petit ok. Il va aller chercher la cible. On va lui mettre nous donc un timeout. Au lieu des 3 secondes de base de Discord, on va lui en accorder 5. 5000 puisque timeout est toujours donné en millisecondes. Hop. Et parce que c'est toujours sympa de l'avoir aussi dans le retour, on va pouvoir donner du coup le temps de réponse. Oh, la belle petite faute de frappe. On va prévoir le temps du coup, le temps de réponse pour qu'on puisse le réutiliser et le renvoyer aussi à l'utilisateur lorsqu'il nous demande si le site fonctionne bien. Donc pour ça, on va reprendre le routage à ce moment-là. On va en déduire celui du début qu'on avait appelé start, ouais c'est bien ça, pour avoir la durée totale d'arrivée de la réponse. Voilà, donc on a été traité nos différentes données. Ce qui va être nécessaire maintenant, ça va être de gérer la construction de la carte retour pour l'utilisateur. Les fameux embed, c'est pourquoi on utilisait cet outil là-haut. Donc on va être sur un new embed builder. Pour faire cette nouvelle carte, on va tenter de la mettre en vert si ça marche, en rouge si ça marche pas. Donc set color. Je vais regarder dans mon petit glossaire. Tac, je veux un vert, il est là. Ça, je vous conseille d'avoir une petite feuille, un peu comme pour ceux qui font du maquettage, comme sur Figma, vous avez vos feuilles d'autocollant. C'est toujours bien d'avoir cette petite feuille de triche à côté avec les différentes couleurs ou les différents raccourcis de ce que vous voulez afficher pour vos utilisateurs. Là, voilà, donc ça me permet d'avoir un truc vert. On va d'ailleurs se rajouter. On va dire que bon, ça veut dire que ça marche. C'est un site qui est opérationnel à ce moment-là. Et on va se mettre des petites puces. Donc, pareil, hein, je les ai toujours de côté pour pouvoir les copier-coller rapidement. La puce verte pour quand ça marche, la puce rouge pour quand ça marche pas. Donc, site opérationnel. Et on va rajouter les différents champs du coup qui peuvent être intéressants pour l'utilisateur dans le retour.
Là-dedans, on va se mettre, on va reprendre l'URL qui avait été donnée à l'origine. On va lui donner du coup comme valeur bah, le target URL. Je vais montrer que c'est ça qui a été testé exactement. Target URL, je crois pas que j'avais mis des majuscules partout à target URL. Voilà. On va se rajouter quoi d'autre comme champ? Donc du coup le statut, la réponse, comme quoi c'est OK, même si on l'a déjà dans le titre. C'est toujours pas mal de repréciser, être sûr que l'information soit bien passée. Sans faute, ce serait mieux. Qu'est-ce qu'on va aller chercher exactement? Ça va être la réponse du coup. Ok, on va rajouter un OK. Et on va mettre tout ça sur une ligne. OK. J'ai fait une erreur quelque part, ouais, évidemment. Hop là, ça marche mieux comme ça. Donc, si je veux rajouter des données, ce sera là. Et est-ce qu'on s'arrête là? Non, la fameuse, bah non, la fameuse temps de latence nécessaire, on va l'ajouter là. Le temps de latence qu'on avait nommé à l'origine. N'importe quoi. Qu'on avait à l'origine. Duration. Et du coup, la duration, elle sortira en 1 milliseconde. Il faut le préciser aussi. Voilà. C'est pas mal. Comme chance, ce sera suffisant. Tac. Donc maintenant c'est fait et on va l'envoyer. Tel retour. Qui sera donc cette carte qu'on vient de créer. Ça, c'est si tout va bien. On était bien dans un try, yes, ça marche. Donc, dans le cas contraire, comme ça, voilà. En cas d'erreur, ce sera donc le cas si tu es torling ou si l'URL qui a été proposé est invalide aussi, hein. Dans tous les cas, ça veut dire que l'URL testée amène vers un site qui n'est pas en ligne, qui ne fonctionne pas. Donc on va recréer une autre carte, mais qui cette fois sera celle d'erreur. On va reprendre un petit peu les mêmes. Un petit peu. Alors, il n'y aura pas autant de champs, on va faire le ménage après. Mais voilà, on va lui donner une couleur qui cette fois, je ne les connais pas par cœur. Hop, ce sera un beau rouge. On va changer la puce aussi du coup par la puce rouge qui va bien. Le site n'est plus opérationnel mais est indisponible du coup. Et du coup, alors on va pas mettre les mêmes
On va pas se mettre les mêmes champs. On va pas mettre autant de champs d'ailleurs, parce que ça ne marche pas, donc il n'y a pas autant de retours donnés. On va juste mettre un message d'erreur qui aura pour valeur le message d'erreur. Là, du coup, lui, on peut se contenter de le mettre sur une ligne unique, ça suffira. Hop, il est bien lancé. De la même façon, du coup, il faudra quand même qu'on l'envoie. Et on devrait être pas mal. Pour moi, on a à peu près fait le tour. Si ce n'est que faut quand même initialiser la totalité de la chose aussi. Maintenant qu'il est fait, on va avoir besoin de l'appeler. 16 points. Donc c'était dans 11 et c'était token tout en majuscule. Petite relecture rapide, voir s'il n'y a pas des sauts, des trucs qui vont pas. Tac. Et ben on va tenter de le lancer, puis on verra ce que ça donne. Donc, node, on est sur index.js. Est-ce que ça tourne? Alors déjà, il est lancé, Sentinel est prêt. Et donc, si on va vérifier sur notre serveur, hop, effectivement, il est plus hors ligne, il est là, il est en vie. Donc on va aller voir si effectivement la commande existe. Tac, nickel. Check est là. Et effectivement, si j'utilise la commande check, donc soit en tapant juste le slash, hein, vous avez vu, il propose toutes les commandes prévues sur le serveur, sinon on tape la commande entière slash check, et il me demande l'URL. On va échapper l'URL d'un site juste là, hop, et il tourne, et voilà. Et j'ai bien mon résultat. Le site est opérationnel, il est bien en ligne, oui, puisque je viens d'aller le chercher directement. Je voyais qu'il tournait. J'ai bien le retour de statut avec le OK qui est derrière et la latence annoncée. Euh, si je rappelle la même commande, je vais pas aller faire cracher le site exprès. On va plutôt faire en sorte de ne pas donner l'URL exacte. Je vais l'appeler .com, on va appeler .fr. J'espère qu'il n'y a pas un homologue en .fr. Normalement non. Et effectivement, on a bien notre site indisponible. Donc ça c'est sympa. Si nous, on a besoin d'aller l'interroger, si on veut vérifier à un moment donné, après, je dirais pour aller vérifier si un site est en ligne, en général, il suffit de taper l'URL aussi dans la barre de recherche et on l'a directement. Donc ce qui peut être plus intéressant, on va prendre le temps de le faire quand même, surtout que c'est pas grand chose, ça va être d'initialiser quelque chose qui tourne tout seul. Et qui va vérifier toutes les 5, 10, 15 minutes l'état actuel du site. Euh, pour ça, on va aller, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va aller rajouter un bout, non pas dans le traitement de la commande, puisque du coup là, on n'est plus dans une interaction, euh, mais on va remonter bien plus haut, on va revenir ici, au moment de l'initialisation de la bestiole. Juste avant, on va faire un petit test, juste pour vous montrer du coup. Puis de toute façon, il va falloir l'éteindre à partir du moment où on fait un changement. Effectivement, si je l'arrête, pour l'instant, il apparaît encore comme s'il était là, mais si on l'appelle, évidemment, ça tourne plus.
D'où le problème de ne l'avoir qu'en local. C'est pour ça que ce sera important après qu'on aille voir comment est-ce qu'on le déploie. L'application ne répond plus. Voilà, on le sait. Donc, je disais, ça va être dans ce bloc-là d'initialisation qu'on va aller lui ajouter deux, trois petites choses pour qu'il puisse aller checker lui tout seul un site en particulier et transformer un petit peu son application à ce moment-là pour que lui nous envoie des messages, soit que tout est OK à chaque fois qu'il tourne, on peut lui demander qu'il nous envoie un tout est OK à chaque fois qu'il tourne, ou alors plus vraisemblablement, souvent on veut juste l'alerte quand quelque chose ne va pas, et donc dans ces cas-là qu'il nous prévienne quand si le site s'est arrêté, et donc si la réponse qui lui est faite n'est pas positive. Donc, on va aller se rajouter cette petite partie-là directement dans le try pour faire donc ce monitoring auto. Comme je le disais, on va être dans le try ici. Ah bon, l'erreur d'initialisation, du coup, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, l'erreur de site. On va lancer un intervalle particulier auquel, voilà, tous les temps de temps, on va aller vérifier si ça tourne ou si ça tourne pas. Et puis toujours en asynchrone. Et ça nous permettrait éventuellement d'ajouter plusieurs sites, si on le souhaite, c'est tout l'intérêt aussi. Ce qui nous permet après de faire une hiérarchie entre ce qui a besoin de tourner tout le temps, on a besoin d'être alerté dès que ça marche pas, ou s'il y a des services par exemple qui sont moins importants, qu'on veut juste aller checker de temps en temps, le faire avec la commande. Donc notre intervalle, on va refaire un try ici, parce que c'est là où on veut savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. On va refaire appel à Axios, qui va nous faire une autre, qui va nous envoyer un autre message. On va aller chercher du coup, je vais aller chercher le même site. Je sais pas si je vais copier autre chose en peu de temps. Voilà. Je vais chercher mon site. On va lui mettre un temps donné pour nous envoyer une réponse. Tout à l'heure, on était parti sur 5 secondes. On va remettre le même timeout, je pense. Hop, pour qu'il tourne. On va lui demander de nous faire, si tout va bien donc, un log qui va nous dire hop, que tout va bien. Donc là, c'est un check automatique, comme ça on fera bien la différence. Check auto. Check auto, on va préciser le site, comme ça si jamais on devait en faire plusieurs. Check auto pour iBook list. C'est OK. Donc à partir du moment où il nous envoie ça, c'est qu'il a vérifié que c'est joignable. Du coup, l'intérêt, c'est de prévoir le cas inverse et d'être alerté dans le cas où à la prochaine vérification, ça va pas. Et donc là, on va pouvoir mettre un truc, une alerte particulière. On va pouvoir dire attention. List est injoignable. On va peut-être error link parce qu'on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à le joindre à ce moment-là, mais il y a de fortes chances que ce soit pour ça, et dans tous les cas, il y a quelque chose à vérifier. Il va falloir du coup, donc pour ce set, on a lancé un set intervalle, il va falloir qu'on détermine l'intervalle en question. L'intervalle en question qui serait intéressant à mettre, je pense, autour de... Après, ça dépend de l'importance qu'on porte à la... au fait que le site soit forcément en ligne en permanence.
Souvent, on va aller chercher quelque chose qui va tourner toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Là, forcément, pour que ça marche, on va plutôt aller chercher en dessous. Donc, si j'avais voulu faire quelque chose toutes les 5 minutes, encore une fois, on est sur de la milliseconde, hein. Donc, on prend bien que 1000, on est sur une seconde. Euh, Si on les multiplie par 60 pour faire une minute et qu'on les multiplie encore par 5 pour aller chercher notre timeout de 5 minutes complet, on serait sur 300 000. Nous, on va essayer d'aller beaucoup plus court que ça et, euh, et d'aller en chercher un toutes les 30 secondes. Et encore, ça va même être long là pour le test. On va aller chercher peut-être plutôt toutes les 10 secondes. Voilà, donc ce sera juste cette valeur qui sera changée. Et normalement, on a fait le tour des modifs. Il n'y a rien d'autre à bouger. Comme ça, on garde aussi la possibilité de faire un check avec la commande. Voilà, si on a fait une erreur particulière. Non, on est bon, il est bien parti, il est bien en ligne. Donc ici, toujours rien n'a changé, hein. Euh, on va pouvoir revérifier. Si je le veux, je pourrais aller chercher par exemple ah, ça tourne. Et normalement, donc, il est censé m'envoyer un message automatique de réussite en console log. Et vous voyez, je les ai bien là. Donc on pourrait, là, ça veut dire que le check automatique il se fait. Bon là, il envoie des OK à chaque fois. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas forcément d'avoir ce log là. Ce serait plutôt d'aller chercher seulement quand il y a un problème et d'avoir que celui-ci. Euh, et l'idée aussi, là je l'ai mis en console log pour aller plus vite, mais l'idée ce serait d'aller recréer une carte qui soit envoyée à ce moment-là. C'est tout l'intérêt du côté bot Discord, c'est qu'il vous envoie l'alerte via Discord directement. Donc au lieu de juste faire le console log, et ben on irait recréer comme on l'a fait ici, une carte complète. On referait le constant bud avec voilà, hein, tous les attributs qui sont donnés là, le message d'erreur qui serait plutôt ici, avec le titre de la carte dans ce style-là, pour avoir le même type et qu'on reçoive bien l'alerte. Ça évite de devoir gérer par mail ou par autre chose avec Chrome ou quoi que ce soit si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de truc pour votre monitoring. Mais là, on va déjà arriver sur l'heure complète et j'aimerais qu'on voit la partie déploiement. Même si ça va être très rapide, parce qu'en plus je propose d'aller mettre ça sur un VPS sur lequel il y a déjà des choses qui tournent, il y a déjà PM2 en route, c'est juste pour montrer une fois que tout ça c'est configuré à quel point ça peut aller vite, de rajouter une petite appli dans le genre. Euh, donc pour que ça marche forcément, il va déjà falloir qu'on envoie tout ça, qu'on envoie le tout sur le repo. C'était tout l'intérêt de l'avoir fait. Euh, donc on va se faire notre git add. On va se faire un guide commit pas très propre pour gagner du temps. C'est pas bien, mais vous savez faire des beaux commits normalement. Donc on va juste dire voilà, vraiment tout ce qu'il faut pas, hein, pour le coup, mettre un mot simple et un commit qui est pas du tout explicite, et en plus mettre du final dans un truc. C'est très bien qu'on va aller y remettre les mains, c'est vraiment pas des bonnes idées. Là on gagne juste un peu de temps, quelque chose qui va de toute façon être supprimé par la suite, puisque c'est le genre de bot que je pourrais refaire, mais vous voyez bien, on a fait vraiment une version démo du début jusqu'à la fin. Donc là, tout est parti sur Git, sauf nos node modules, évidemment, et notre point .env, c'était le but. Du coup, je me retrouve après sur GitHub avec... tant qu'à faire, on va aller quand même sur la liste des repos plutôt. Voilà. Et j'ai effectivement, c'est le principe du Git ignore, hein, vous connaissez, donc j'ai bien mon code de base, j'ai bien mon package, mais c'est tout. Donc, on va aller se connecter sur le VPS en question. Normalement, j'avais un peu préparé les choses. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. On ne va pas trop dépasser sur le timing du live coding. Je devrais avoir, voilà, juste le temps d'y accéder. Voilà.
Et ouais, si on regarde, il y a déjà quelques petits trucs qui tournent grâce à PM2. Voilà, c'est les différentes instances qui tournent déjà sur ce VPS. Donc, nous, on va pouvoir les rajouter une autre. Ça veut dire que PM2 a déjà été configuré à l'origine. Et vous allez voir une fois que c'est fait, ce qui pourra faire l'objet d'un prochain live d'ailleurs, pourquoi pas. Euh, mais en attendant, là, on va voir comment, une fois que c'est fait, ça peut être intéressant. Donc, bah, on va tout simplement aller refaire notre git clone. Hop, et c'est là où j'ai l'air bien malin parce que j'ai pas gardé le token de tout à l'heure. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer? Certainement directement par là. Non, puisque je l'ai cloné depuis un autre espace, celui-ci. Donc oui, voilà. On va tricher un petit peu, récupérer. Comme quoi c'est important aussi de fermer ces terminaux, parce que ça veut dire que ça peut être récupéré par n'importe qui derrière si je laisse mon terminal ouvert et si je le clean pas avant. Tout est dans l'historique. Hop. Donc on va réutiliser du coup la même commande entière. On va se rendre du coup dans le repo en question. On va refaire notre petit npm install. Qu'il puisse aller chercher tout ce dont il a besoin. Et on va surtout devoir recréer notre point dans lequel on va tout simplement, ouais, si j'oublie les espaces ça marche pas, dans lequel on va tout simplement aller copier ce qui est dans celui-ci, hein. On récupère notre token, il n'y avait qu'une variable, c'est très bien. Voilà. Et normalement, donc cette fois on a récupéré le point en haut, donc on va plus qu'à avoir à ajouter Sentinel à nos apps qui sont déjà actives sur ce serveur en question. Donc pour ça, je vais aller chercher mon PM2 start. Alors, est-ce que je l'ai bien arrêté ici? Ouais, on l'a arrêté juste avant de faire le push. Très bien. Donc mon PM2 start up depuis le index.js, puisque je suis bien dans le dossier euh, de mon, de mon, de mon app que je veux lancer. On va préciser qu'on veut appeler ce processus de lancement pour PM2 Sentinel. Ça permettra après, quand il y a besoin de le relancer ou d'aller chercher des logs, etc., de lui dire quoi aller chercher. Et il apparaît bien maintenant également dans les applis qui tournent. Euh, on a la liste qui apparaît automatiquement, liste qu'on peut récupérer, hein, comme j'ai fait tout à l'heure avec un PM de statut. Et si je veux vérifier comment ça s'est lancé, on va aller chercher un log, un journal de log particulier sur, on vient de l'appeler Sentinel, donc il va me sortir les derniers logs de Sentinel. Et les logs, pour l'instant, me sortent bien, vous avez vu, comme tout à l'heure, je l'ai laissé en console log pour le moment. Les logs du check du site qui a été rentré en direct dans les vérifications au fur et à mesure. Donc là, c'est que le robot tourne, on l'a arrêté ici, il a bien été déployé, et pour aller revérifier, on peut aller chercher là, refaire un check. D'ailleurs, on profite pour faire directement, voilà, vous voyez, si je tape check, /check l'espace, il me propose tout de suite l'URL, donc je peux aller taper ce que je veux. On va refaire comme tout à l'heure, par exemple, hop, et il tourne bien, donc il est déployé, il tourne tout seul. Voilà, je suis content d'avoir eu le temps d'aller jusque là, d'avoir pu faire le processus complet. Donc on a vu comment, on a fait une petite piqûre de rappel sur la création du repo, la création de token et un clone propre directement avec le token pour pas se prendre la tête sur la suite et pas retaper 15 fois ses identifiants, mots de passe et ainsi de suite. Ni avoir à les rentrer en dur à chaque fois, puisque le token mis comme ça devant le arrobase au moment du clone permet de donner les droits uniquement pour ce repo tant que le repo est là. Il suffit de le supprimer après, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, si on veut supprimer toutes ces autorisations.
Token d'ailleurs, hein, encore une fois, du coup, qui servait que pour cette session de travail à ce moment-là, donc que j'ai créé, auquel j'ai donné un temps de vie assez court, mais que de toute façon je vais les révoquer dans quelques minutes. Euh, Pareil pour le bot, hein, pensez si, comme là, le but du jeu c'est que ce soit caché, donc dans des points 1, c'est la partie importante de ce qu'on a pu voir. Quand c'est diffusé comme ça, parce que vous faites une présentation particulière, bah, pensez à aller le changer. Si ce n'est à le supprimer, au moins à aller le changer. Il suffit de réinitialiser le token par lui-même et la version précédente ne fonctionnera plus. Donc on a pu faire toute l'initialisation d'un bot via la plateforme Discord côté dev. Euh, on a fait un petit peu la partie code de ce bot de monitoring avec deux aspects de monitoring différents. Soit aller chercher l'information manuellement, soit pouvoir proposer quelque chose d'automatique. Alors, une fois qu'il n'est pas parfait, le but du jeu c'est qu'il nous envoie un message, qu'il nous fasse un log comme il le fait là. Et cette petite partie déploiement qu'on n'a pas vu depuis le départ si on doit créer entièrement le PM2, mais pour laquelle on aura vu comment le réutiliser quand on a déjà l'habitude de ce genre d'outils. Encore une fois, je regarderai un petit peu s'il y avait des questions particulières. Dans ces cas-là, je pourrais y répondre dans des articles supplémentaires ou directement peut-être dans les présentations des rediffs de vidéos. Et en attendant, bah, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée.